Le collectif Police se souvient demande au Sénat, qui doit revoir le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu en troisième lecture, de revoir le projet de toute urgence et de l'adopter tel quel. Ce projet a déjà passé en deuxième lecture sans amendement. Alors nous parlons à Nathalie Provost, militante pour le contrôle des armes à feu au sein de Police se souvient, qui compte dans ses rangs, on le sait, des survivantes et des survivants, des familles des victimes de la fusillade de Polytechnique. Madame Provost, est-ce que vous avez bon espoir d'être entendue? Il semble qu'on a été entendu en commission sénatoriale. Donc oui, on a bon espoir d'être entendu. Ce qu'on espère maintenant, c'est que les prochaines étapes ailleront de main et rapidement, parce qu'il reste du travail à faire et vous le savez, on a de grands espoirs auprès du gouvernement libéral. Tous les derniers chefs des partis conservateurs parlent de démanteler chaque tout petit pas qui a été fait. Et donc, pour nous, il est nécessaire que le Sénat adopte tel quel le projet de loi pour qu'on puisse compléter ce qui nous manque, hein, parce que si vous vous rappelez, pour nous, comme l'amendement qui portait la définition a été retiré, on a été très déçus. Il y a d'autres approches possibles pour pouvoir bannir complètement et de manière permanente les armes de style d'assaut, mais on a besoin du projet de loi pour pouvoir compléter. Donc, pour nous, c'est important et urgent que ce soit fait rapidement. Bon. Je répète, là, mais rapidement. Alors, 34 ans plus tard et des années après avoir commencé cette bataille pour le contrôle des armes à feu, qu'est-ce qui, dans ce projet de loi, selon vous, est essentiel? Qu'est-ce qui ne doit pas être amendé ou de quelle façon est-ce qu'on ne doit pas amender ce projet de loi? La plus grande inquiétude qu'on a en ce moment dans le projet de loi, ce serait des amendements pour permettre des ouvertures aux tirs sportifs sous prétexte d'Olympique. Il y a des grands risques pour nous que ça devienne un échappatoire épouvantable et que tout le monde se prétende de tir olympique pour pouvoir avoir accès à des armes de style d'assaut. C'est notre plus grande inquiétude en ce moment. Pourquoi celle-là? Est-ce que ce sont qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez des rumeurs dans le milieu? En fait, on les a entendues en commission parlementaire, en commission sénatoriale, ces demandes-là. En fait, je rentrerai pas dans les détails, mais vous savez que le tir olympique peut utiliser des armes de style d'assaut pour l'entraînement. Il y a des compétiteurs olympiques au Canada qui ont eu certains succès et donc il y a des groupes qui militent pour qu'on garde ces personnes-là et qu'on exempte ces personnes-là. Le risque, c'est que l'exemption pour ça devienne un prétexte à ce que tout le monde s'inscrive dans de la pratique pour du tir olympique et donc finalement reprennent un peu ce qui est un risque avec les clubs de tir sportifs et que ça permette et qu'on perde le contrôle en fait sur qui est vraiment un Olympien et qui vraiment devrait avoir droit à des exemptions. Ouais. C'est la plus grande inquiétude qu'on a parce que, je vous le rappelle, il y a un programme de rachat obligatoire qui doit être mis en œuvre. Ce programme de rachat obligatoire-là, c'est pas pour qu'on puisse retirer une arme et s'en racheter une autre ou à trouver une exemption pour garder les armes qu'on a. Il faut que ce soit un vrai. Parce que sinon, pour les Canadiens, à quoi bon investir autant dans ce programme de rachat-là si il y a des échappatoires, on n'aura pas vraiment gagné quelque chose. Ça nous amène à parler d'un autre sujet, si vous permettez, mais qui est parallèle, je dirais. Le collectif Police se souvient décrit la tuerie de Polytechnique comme étant des féminicides, et c'en était, évidemment. On a vu au cours des dernières années le nombre de féminicides augmenter. Au Canada, il y en a davantage qu'avant la pandémie, d'après l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilité. Alors, regardons les chiffres. 184 femmes ont été tuées l'an dernier, ce qui correspond à une augmentation de 20 par rapport à avant la pandémie, donc 2019. Une femme est tuée tous les 2 jours au pays et près de 60 des victimes ont été tuées par leurs compagnons ou anciens partenaires. Alors, est-ce que vous pensez que la loi pourrait contribuer à faire diminuer ce taux alarmant? Il y a plusieurs facteurs dans la violence faite aux femmes. Nous, depuis le début, on combat un instrument. Et l'instrument, c'est les armes à feu. Et
j'aurais espoir que ça diminue le risque. En fait, ça risque de diminuer la peur, ça risque de diminuer. Vous savez, quand on bouge pas parce qu'on a peur d'une arme, ça deviendra peut-être pas un féminicide, mais ça perpétue une violence qui peut être très, 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 très troublante et qui laisse des marques indélébiles aussi. On est vivant, mais on est profondément défait. Donc, est-ce que ça diminuera les féminicides? Je l'espère. Les groupes de femmes, en tout cas, appuient de manière importante ce projet de loi-là. On a travaillé aussi pour s'assurer que la capacité de dénoncer puis la capacité de retirer les armes quand il y a risque soit le plus simple possible pour les femmes et qu'il y ait le moins de tracasseries administratives pour pouvoir manifester la peur et qu'on soit entendu et que les armes soient retirées lorsqu'il y a des risques de violence auprès des femmes ou des familles. Mm-hmm. Mais quand même, on dit du Canada qu'il est à la traîne dans sa réponse à la violence faite aux femmes et aux filles, il faut le préciser. Quel bilan vous faites, vous, du travail du gouvernement Trudeau en matière de lutte contre la violence faite aux femmes? Vous en avez parlé rapidement, vous avez comparé les différents gouvernements conservateurs et le gouvernement Trudeau. Alors, quel est votre bilan? Je suis pas un groupe de femmes. Mon implication, elle est auprès de police. Je me souviens, et à chaque fois où on trouve qu'il y a des enjeux qui touchent directement les femmes, on s'associe à ces groupes-là. Donc aujourd'hui, j'oserais pas faire un bilan qu'elle ferait de manière beaucoup plus claire que le mien. Toutefois, dans ce que je vois, quant au plan idéologique, quelque chose ne répondait pas à leur philosophie sous les gouvernements, le dernier gouvernement conservateur, donc le gouvernement Harper. Non seulement il s'attaquait aux lois, mais il s'attaquait aussi au système qui soutenait tout ce qui vient promouvoir cette stratégie-là. On l'a vu en matière de contrôle des armes à feu. Et sans vouloir les excuser, on comprend que pour le gouvernement libéral, ça a dû être difficile parce qu'il faut non seulement retrouver la loi, mais rebâtir un système en entier. C'est probablement des risques, des facteurs qui pourraient aussi exister en matière de violence faite aux femmes. L'autre élément que je dirais, c'est que la violence faite aux femmes, c'est un enjeu national, mais c'est aussi un enjeu provincial. Et coordonner l'action de tout le monde, les lois de tout le monde, les systèmes de santé et de services sociaux, c'est une coordination extrêmement difficile. Et à mon avis, qui fait que peut-être qu'on n'arrive pas toujours aux résultats qu'on voudrait. Puis troisième facteur, notre monde est plus dur qu'avant la pandémie. Et moi, je crains que s'il y a encore autant d'armes en circulation au Canada, le monde étant plus dur, ben, il y a plus de crises de désespoir qui mènent à des attentats comme ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu à Polytechnique et qui s'est vu dans d'autres pays ou dans d'autres événements encore au Québec l'année passée. Pas toujours par arme à feu, mais des actes désespérés dans un monde difficile, on en a plus. Madame Provost, vous qui les côtoyez 34 ans plus tard, où en sont les familles des victimes de Polytechnique? Le deuil est un phénomène particulier. Hein? Mon frère est décédé en 1989 et dans notre famille, mon frère est toujours présent dans nos cœurs. Mes enfants qui ne l'ont évidemment jamais connu, mon frère, savent qui il est. Et ont une pensée pour lui, un être un peu mythique, mais qui est mon frère aujourd'hui. J'imagine donc que pour les familles, il y a quelque chose d'un peu similaire. J'ai eu le privilège de côtoyer Susan Edwards, la mère d'Anne-Marie, parce qu'elle est impliquée auprès de nous en contrôle des armes à feu. Et je sais que dans son cœur, Anne-Marie est toujours vivante, ce qui est la même chose pour Jimmy, le frère d'Anne-Marie. Et donc, les familles vont bien parce que la vie prend le dessus et la beauté de la vie, elle finit toujours par nous toucher malgré ses défis et ses difficultés. Mais le souvenir, l'amour qu'on a porté à quelqu'un et, c'est fou les émotions, ça nous prend, on ne les voit pas venir. Oui, des années plus tard quand même, ça revient à la surface. Oui, même encore. Mais dans mon cas, c'est mon frère, je pense, qui vient de toucher mon cœur. Mais
Ben c'est ça, hein, l'amour, hein, ça reste, ça Oui. reste intact comme hier. Ben, Madame Provost, c'est une belle façon, ce message, de terminer cette entrevue. Mais je rappelle avant qu'on se quitte quand même, parce que il faut le dire et le redire et le rappeler toujours, que la tuerie de Polytechnique a fait 14 victimes, toutes des femmes, des étudiantes, 10 autres femmes et 4 hommes ont été blessés. Merci, Madame Provost, pour cette Une entrevue. école et une communauté a été blessée aussi. Oui, tout à fait. Merci, Madame Provost, pour cette entrevue. Merci.